Alors, dans ce nouveau point, on va essayer d'identifier des espèces chimiques par une réaction chimique particulière. Alors, il y a plusieurs types de réactions, et donc ici, on va parler principalement d'une réaction qui est la réaction de précipitation. Bien sûr, lorsque par exemple vous mettez de la craie dans du vinaigre ou du vinaigre sur du calcaire par exemple, vous allez pouvoir identifier qu'il y a du CO2 qui se dégage parce que la craie va se dissoudre et disparaître et que vous allez voir apparaître des petites bulles. Donc c'est ce genre d'identification dont on va parler ici. Alors, on a vu juste avant qu'un certain nombre de molécules se dissolvaient dans l'eau. Et bien, lorsque ces molécules sont dissoutes dans l'eau, elles vont permettre de faire quelque chose, c'est-à-dire que si par exemple on a un générateur qui génère un courant électrique et qu'on met différentes substances, donc solutées, dans ici les petites cuves, on va remarquer qu'en A, l'ampoule s'allume beaucoup, qu'en B, elle va s'allumer mais faiblement, et qu'en C, elle ne s'allume pas du tout. Si on analyse ce qu'il y a dans les cuves A, B, C, on va voir que dans la cuve C, il n'y a rien du tout, que dans la cuve B, il y a ce qu'on voit apparaître ici, des petits ions, donc qui sont parfois pas très visibles sur votre feuille, donc c'est pour ça que je me permets de les remettre. Donc ici on a des ions négatifs et là des petits ions positifs, mais on n'en a pas beaucoup. Et ici, on a des ions négatifs, des positifs, négatifs, positifs, moins, plus, moins, moins et plus. Donc, la différence entre ces trois cuves, c'est que dans la première, on a ce qu'on appelle une solution d'électrolyte fort. Un électrolyte fort, c'est quoi? C'est une substance qui va se dissoudre complètement et se dissocier en ions dans l'eau. Ici, on a une solution d'électrolyte faible, c'est-à-dire qu'il va y avoir production de quelques ions, mais pas beaucoup. Et une solution de non-électrolyte ne va produire aucun ion. Maintenant, quel rapport avec l'allumage de mon ampoule? Eh bien, les électrons, donc le courant électrique qui vient du générateur, qui arrive ici et qui doit passer sur l'autre tige métallique pour aller allumer l'ampoule, va passer ici dans la solution. Donc on a le courant électrique, vous savez que c'est des électrons. Et donc pour que le courant passe, il faut que les électrons puissent passer dans la solution. Quand il n'y a pas d'ion dans la solution, les électrons ne vont pas passer. Pourquoi? Parce que les électrons, ils arrivent dans la solution et ils sont bloqués. C'est comme s'ils étaient devant un mur, ils ne peuvent pas avancer. Dans la solution d'électrolyte fort, les électrons vont pouvoir se glisser entre les ions parce qu'ils vont être attirés par les atomes positifs, rejetés par les atomes négatifs. Ils vont donc pouvoir se promener à l'intérieur de la solution, alors que dans la solution d'électrolyte faible, ils vont pouvoir le faire, mais de façon moins efficace. Donc ici, le courant électrique passe tout à fait et l'ampoule s'allume. Ici, en fait, le courant électrique va passer, mais difficilement parce qu'il y a peu d'ions dans la solution. Alors ces ions, ce sont donc des substances qui proviennent de molécules qu'on va appeler électrolytes. Donc un électrolyte est bien une substance qui, quand vous la mettez dans un solvant, va spontanément se dissocier en ions qui vont donc rendre possible le passage de courant électrique. En général, c'est ce qu'on appelle un sel soluble et donc un sel est composé d'un métal et d'un non-métal. Alors maintenant, une réaction de précipitation. Pour comprendre la réaction de précipitation, il faut comprendre qu'il y a des ions dans l'eau. Donc dans l'eau, ou dans toute substance, dans l'eau de distribution par exemple, il y a un grand nombre d'ions en solution. Et ces ions, lorsqu'ils se rencontrent, eh bien, ils peuvent former des molécules qui ne vont plus se séparer. Et c'est ce qu'on appelle un précipité. Exemple, le calcaire sur votre évier ou dans votre gobelet pour vous laver les dents. Eh bien, le calcaire, il vient de la rencontre entre du Ca et du CO3. Et lorsqu'ils se forment,
on appelle ça un précipité. On va le noter avec une petite flèche vers le bas, ou on va le noter CaCO3 avec une petite flèche et une petite ligne pour dire que cette molécule est un précipité, c'est-à-dire qu'elle ne va plus se dissocier dans l'eau. C'est une molécule qui ne va plus se séparer. Si on essaye d'écrire l'équation de dissociation du CaCO3, eh bien, donc en écrivant Ca2+ et CO3-2-, ce n'est pas possible, on ne peut pas écrire ça, parce que le CaCO3, les atomes s'aiment tellement qu'une fois qu'ils se rencontrent, ils se forment et ils restent formés. Et donc dans l'eau de votre évier, par exemple, on a tout plein d'ions en solution. Et une partie de ces ions, c'est des ions calcium, une partie, c'est des ions carbonate ou hydrogénocarbonate, qui au moment où ils vont se rencontrer, vont former ce précipité. Alors on le note avec une flèche vers le bas. Pourquoi? Parce qu'en général, le précipité est plus lourd et plus dense que l'eau, donc il va tomber au fond de la... comment dire ça? De l'endroit où il a été formé. Et donc, c'est pour ça qu'on a nommé ça avec une flèche vers le bas. Alors, il y a différentes façons de faire des équations de précipitation. Et par exemple, si on mélange ici une solution de nitrate de plomb 2 avec une solution d'iodure de potassium, donc les nitrates de plomb 2, c'est du PbNO3 pris 2 fois, et l'iodure de potassium, c'est du Ki. Si on mélange ces deux solutions, nous, ce qu'on a fait depuis toujours, c'est noter qu'on a du PbI plus du KNO3 et puis pondérer la réaction, c'est-à-dire en mettant un 2 ici, et c'est du PbI2, et en mettant un 2 là. Ça, c'est ce qu'on a toujours fait. Eh bien, en fait, c'est pas exactement vrai ce qu'on note là. Parce que ce qu'on note là, c'est que la plupart des réactions chimiques, elles ont lieu en milieu liquide, c'est-à-dire en solution aqueuse, par exemple. Et donc, en réalité, les solutions, les molécules qui sont des électrolytes, vont en réalité se dissoudre dans l'eau, de telle façon qu'on va pouvoir transformer ce qu'on vient d'écrire ici, qui est une équation moléculaire, en une équation ionique. Dans une équation ionique, en fait, l'équation ionique, elle va tenir compte du fait que les ions se dissocient dans l'eau. Et donc, à la place d'écrire PbNO3, on va écrire Pb2+, plus 2NO3-, parce qu'au moment où, dans ma solution, je mets mon PbNO3, et bien dans ma solution, j'ai en réalité les atomes et les molécules, les groupements d'atomes qui vont se séparer, et j'ai du Pb2+, j'en ai qu'un seul, mais par contre, j'ai un NO3- et un autre NO3-, et c'est ça que j'ai dans ma solution. C'est pour ça que sur vos bouteilles d'eau, par exemple, si vous regardez l'étiquette de vos bouteilles d'eau, vous avez tout plein de mesures de la composition en différents ions, parce qu'en fait, dans la bouteille d'eau, vous avez tout plein d'ions qu'on n'identifie pas visuellement, mais qui sont quand même là. Donc cette équation ionique, elle tient compte du fait que ces molécules, quand elles sont des électrolytes, elles vont se mettre ici sous forme d'ions. Par contre, parfois, certaines molécules vont bien sûr rester sous la forme de molécules. Pourquoi? Eh bien parce que le Pb et le I, lorsqu'ils se rencontrent, ils forment un précipité qui est une molécule qu'on nomme S, qui veut dire solide, qui veut aussi dire insoluble. Donc cette molécule n'est plus soluble dans l'eau. Donc si elle n'est plus soluble, ça veut dire que une fois que j'ai rajouté ici mon Ki, j'ai des petits K+ qui apparaissent, et puis des petits I-, et au moment où le Pb2+ rencontre les I-, il va se passer quoi? Eh bien, au fond de la cuve va se former un précipité qui est du PbI2, et dans le reste, il va rester les NO3- qui sont toujours là,
et les K+, qui sont toujours là parce qu'ils n'ont réagi avec personne. Et il va y avoir mon PBI2. Donc, je vais laisser les NO3- sous forme d'ion, laisser les K+ sous forme d'ion, et je vais noter mon PBI2 comme une forme d'équation de molécule qui a été précipitée. Et ça vient à traduire en fait cette équation ionique en une troisième chose qui est ce qu'on appelle une équation ionique simplifiée, qui est, c'est facile, c'est un peu comme en maths, on va barrer les éléments qui sont les mêmes à droite et à gauche de la flèche, parce que c'est comme si ces éléments, entre guillemets, n'existaient pas, ils ne participent pas à une réaction chimique, ils sont là avant, ils sont là après, mais c'est ce qu'on appelle des ions qui sont spectateurs. Donc on a des ions qui sont acteurs qui vont faire la réaction chimique, et on en a qui sont ce qu'on appelle des ions spectateurs qu'on va barrer de façon à pouvoir juste traduire quelle est la réaction chimique qui a eu lieu dans ce cas-ci. Et dans ce cas-ci, ça revient à dire qu'on a Pb2+ qui rencontre Di- pour former du PBI2. Ces deux acteurs-ci sont des ions acteurs de la réaction chimique. Et donc, une réaction de précipitation se passe toujours en 3 étapes. Une équation moléculaire où on va regarder s'il y a ou non un précipité qui se forme. Une traduction de cette équation moléculaire en équation ionique. Et puis une équation ionique simplifiée. Alors, on va faire des exercices. Donc, on a toujours 3 lignes. Une équation moléculaire, une équation ionique et une équation ionique simplifiée. Écrivez l'équation moléculaire, ionique et ionique simplifiée, de la réaction entre du sulfate de cuivre 2, c'est-à-dire du CuSO4, et du chlorure de barium, BaCl2, sachant que le sulfate de barium est insoluble dans l'eau. Donc là, pour le moment, vous ne savez pas quelles sont les molécules qui sont précipitées ou pas, donc je vais vous les donner forcément. Donc l'équation moléculaire, c'est ce qu'on a toujours fait, CuSO4 plus BaCl2, ça donne du CuCl2 plus du BaSO4, et on va noter que ce BaSO4, c'est un précipité. Pourquoi? Parce que je vous le dis dans l'énoncé. Si on traduit cette équation-là en équation du coup ionique, toutes les molécules qui ne sont pas des précipités vont être transformées en ions. Cu2+, plus SO4 plus Ba2+, plus 2Cl-, qui va donner du Cu2+, plus 2Cl-, plus le BaSO4, qui cette fois, je ne peux pas le dissocier, étant donné qu'on a dit, je vous ai dit dans l'énoncé, que c'était un précipité qui était insoluble. Donc s'il est insoluble, ça veut dire qu'une fois qu'ils se touchent, ils vont former une substance qui va se mettre au fond et qui ne va plus se détacher. Et ensuite, l'ionique simplifié, on va simplifier ce qui est présent avant et après et qui n'est pas utilisé, c'est-à-dire les ions spectateurs. Et on va obtenir qu'on a SO4 2- plus Ba2+, qui donne du BaSO4 qui est un précipité. Et ça, c'est mon équation ionique simplifiée. Alors, les règles de solubilité, comment est-ce qu'elles s'utilisent? Les règles de solubilité, en fait, elles vont être utilisées par ordre du plus petit numéro de la règle. C'est-à-dire que la règle numéro 1 l'emporte sur la règle numéro 2, 3, 4, 5, 6. La règle numéro 3 l'emporte sur la 4, 5, 6, etc. Alors, ces règles de solubilité, qu'est-ce qu'elles racontent? Eh bien, elles disent si un composé va être soluble ou insoluble en fonction de ce qu'il y a dedans. Exemple, tous les composés qui vont contenir du Li, du Na, du K, du NH4 sont toujours solubles. Ceux qui contiennent du NO3, ClO3, ClO4, CH3, CO sont solubles aussi. Celles qui contiennent de l'Ag+, du Pb à la valence 1 qui va être présent 2 fois ou de l'Ag à la valence 2 qui va être présent 2 fois sont insolubles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si par exemple j'ai la molécule AgClO3, eh bien la règle numéro 2 me dit que ce composé est soluble, mais la règle numéro 3 me dit qu'il est insoluble, donc c'est la règle qui a le plus petit numéro qui va gagner, donc elle est soluble. Et du coup ça ne prend pas de S. Donc, avec ces règles que vous devez pouvoir utiliser et que vous ne devez pas connaître, on va donc essayer de savoir si les molécules vont être solubles ou pas. Exemple, Na2SO4, eh bien la règle numéro 1
va dire que les composés du Na sont tous solubles, donc oui, il est soluble. Alors ici le KI, est-ce qu'elles sont solubles? Le KI va être soluble parce que, première règle, tous les composés du K sont solubles. Le BaOH, alors le BaOH2, il va falloir trouver, donc le Ba on n'en a pas, mais on a un Ba ici, mais qui est avec du BaSO4, c'est pas ça qui nous intéresse ici. Par contre, on dit que tous les composés du OH- sont insolubles, donc ça veut dire que le BaOH, il n'est pas soluble. Le KCl, tous les composés du K, première règle, sont solubles, donc c'est bon. Le AgBr, alors ici on a les deux qui sont dans les tables, le Ag et le Br, c'est la règle avec le plus petit numéro qui gagne, donc il est insoluble. Et le AgSO4, on a la règle avec le Ag à la valence 2 qui dit que c'est insoluble, et tous les composés du SO4 qui sont solubles, sauf le Ca, le Sr et le Ba. Donc la première règle, la plus petite, va l'emporter, mais le Ag, pour qu'il soit insoluble, il doit être à la valence 2 et porter un 2, donc celui-ci va être soluble. Alors, dans la suite de ces petits exercices, montrer comment chacun des électrolytes forts ci-dessous est dissocié une fois dissous dans l'eau. Donc là, on parle d'équation de dissociation. Donc, c'est assez simple. On vous dit qu'ils sont électrolytes forts, donc pas besoin d'aller chercher dans les règles de solubilité si oui ou non ils se dissocient. Donc, on a Na++ Br-, Mg2++ plus 2Cl-. Donc, je rappelle que le premier est toujours plus, le deuxième est toujours moins, qu'ils sont autant de fois plus et moins que vous avez donné votre valence à l'autre. Donc Mg, il est 2 plus parce que sa valence qu'il a donnée au Cl est à lui. Alors Al, NO3 pris 3 fois, on a Al qui est plus, NO3 qui est moins, une fois moins parce qu'il y a un 1 ici, 3 fois plus parce qu'il y a un 3 là, et ensuite il faut pondérer. Donc j'ai un aluminium et j'ai 3 NO3-. NH4SO4, j'ai NH4+, plus SO4, SO4 est 2- et je pondère, il me faut un 2. HI, ça donne H+, plus I-. Ensuite ici, alors, déterminer à l'aide des règles de solubilité, cette fois si les composés sont solubles ou non. Donc, HCl, ça va être facile parce que la règle numéro 1 ne donne pas de H, non plus. Par contre, tous les composés du Cl-, Br et I sont solubles, il n'y a pas d'autre règle, donc il est soluble. BaOH, on avait vu dans l'exercice du dessus déjà qu'il n'était pas soluble parce que je n'ai pas de Ba et j'ai juste un OH et on me dit que tous les composés du OH sont insolubles. Alors, le CaCO3, eh bien, je n'ai pas de Ca2+, mais par contre, j'ai tous les composés du CO3- qui sont insolubles. Donc, il est insoluble. Le PbS, alors j'ai tous les composés du plomb qui sont à la valence 1 sont insolubles, mais le Pb dans PbS, il est à la valence 2. Et les composés du S2- qui sont insolubles, donc PbS va bien être insoluble. Et le Ag2SO4, tous les composés du Ag sont insolubles, tous les composés du SO4 sont solubles sauf, mais c'est la règle avec le plus petit numéro qui gagne, donc Ag2SO4 est, attendez, je vérifie, est insoluble, donc il n'est pas soluble. Alors, écrivez les équations suivantes, sachant que dans tous les cas, il se forme un précipité. Donc de nouveau ici, pas besoin d'aller vérifier dans les règles de solubilité, on vous le dit, donc il faut juste mettre PBI, croiser les valences, et puis pondérer. FES, on croise les valences, il faut un 2 et un 3, on équilibre, il faut 3S et 2 FE, attention, les exposants n'ont rien à voir avec un nombre d'atomes, donc il n'y a pas à mettre un 3 et un 2 en commun, non, j'ai un seul fer, il y a juste qu'il a perdu 3 électrons. FeOH, je croise les valences 2 et il me faut 2 OH-. Et Ag plus et PO4 3-, ça me donne du Ag3 PO4 pris, non, une seule fois,
donc on peut le mettre entre parenthèses, mais c'est pas obligé. Si je pondère, il me faut 3 Ag. Quand on mélange les solutions suivantes, quels sont les précipités qui se forment? Donc là, je vous propose de faire l'exercice. Donc vous allez faire les équations moléculaires et puis chercher dans les règles de solubilité les précipités qui se forment. Et après, pour l'exercice suivant, vous allez écrire l'équation moléculaire qui sera déjà écrite ici, l'ionique et l'ionique simplifié, et on corrige tout ça dans la prochaine vidéo.